Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. Avant même que je me lance dans la description de l'épisode qui va suivre, je tiens à vous rappeler que le podcast est une initiative de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence qui est basée ici même à Montréal et on se spécialise dans le développement d'applications web et mobiles et de solutions logicielles sur mesure. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on réussit à se différencier, c'est vraiment dans la création de produits logiciels qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Simon Boyer, qui est le CEO de la compagnie Lenders. Lenders, c'est une plateforme qui fournit des données et qui aide dans la transaction de terrain, pour l'achat de terrain. J'étais avec Nicolas pour l'animation, mon collègue qui est également le directeur des opérations de ThirdBridge. Puis c'était vraiment une belle discussion avec Simon. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de son parcours, mais on a aussi parlé de comment Lenders vient changer complètement l'expérience utilisateur des développeurs immobiliers qui vont faire l'acquisition de terrain. Je vous en dis pas plus. Bon épisode! ThirdBridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Simon, bienvenue à l'Update. Merci. On est vraiment content que tu aies accepté de venir jaser avec nous aujourd'hui. Fait que je te laisserai te présenter Lenders. Ben oui, écoute, Simon, je suis le président de Lenders. Puis Lenders, c'est une compagnie de tech et de immobilière, en fait, où on accélère les transactions de terrain. Fait que ça sonne pas sexy à chaque fois, je le dis, c'est comme, bon, OK, what is it exactly? Là? Fait que, on accélère les transactions de terrain, mais c'est extrêmement important parce qu'on s'en rend compte assez vite. Là, tout commence par un terrain. On a plein de projets sociaux, économiques. En fond, on a eu Nordvolt dans les médias dernièrement, mais ça te prend un terrain pour avoir ces entreprises-là. On parle de projets sociaux, d'avoir des places dans CPE. Bien, il y a plein de CPE qui cherchent un terrain pour être capable de s'implanter. Puis la crise du logement aussi, évidemment, là, ça passe par des terrains. Fait que l'idée de Lenders, c'est vraiment comment est-ce qu'on facilite ces transactions-là. On dit souvent qu'il n'y en a pas de terrain, mais nous, on a un œil complètement différent sur le marché. On en voit plein partout. Mais ça reste que c'est pas facile de transiger des terrains. Tu vois un potentiel, il y a des risques, il y a plein de restrictions à travers ça. Fait que notre travail, c'est de fournir de l'information sur où est-ce qu'il y a des opportunités, de donner les données qui permettent de faire l'analyse des sites hyper rapidement pour les différents investisseurs, puis d'accompagner ça à travers du service. Cool. Puis je serais curieuse de savoir, c'est quoi l'histoire initiale? C'est quoi le premier besoin que vous avez cerné que vous étiez comme, oh, il y a une opportunité d'affaires ici? Oui, qui est là. Ben, je suis un ancien développeur immobilier. Okay. Fait que j'ai fait pas mal de projets. Fait qu'on, j'étais à la source de ça, de voir la recherche de terrain qui est assez complexe et laborieuse, dans le fond. Tu dis, OK, bon, comment je cherche des terrains? Tu te fais un feed, tu vas regarder sur le marché, sur Centris, comme quand tu t'achèterais une maison, tu essaies de développer des relations avec des courtiers qui vont t'apporter des transactions. Puis tu as un feed, tu as des gens qui prospectent pour toi, mais là, tu as des options de terrain, mais le terrain comme tel, c'est pas tout. Il faut que tu analyses tout ce que tu as besoin de savoir pour dire, OK, j'ai un projet potentiel. Dans le résidentiel, tu vas aller regarder le zonage, est-ce qu'il te permet de faire le projet que tu veux faire? C'est quoi les loyers dans ce coin-là? Donc, ensuite, tu as besoin de connaître les différents risques. Y a-t-il des enjeux de milieu humide? Y a-t-il des espèces menacées qui sont sur le terrain quand tu es un petit peu plus en banlieue? La contamination. Tu as beaucoup d'énergie à mettre pour aller colliger l'information, puis ça change d'un endroit à l'autre. Quelqu'un qui va développer un projet à Laval, ben c'est pas les mêmes chiffres que l'autre côté, à Longueuil, par exemple, ou à Québec. Tu connais pas le marché, quel type de produit les gens veulent. Fait que tu as énormément d'informations à aller chercher, puis ça peut prendre 2, 3, 4, 5 semaines faire une bonne analyse d'un site, puis c'est des gens très sharp qui ont besoin d'être là. C'est hyper coûteux. Puis en même temps, ben, c'est essentiel à ta business. Tu ne peux pas faire de développement immobilier si tu n'as pas tes terrains. Ta business est dépendante de ce pipeline de projets-là. Fait que l'idée, c'était de trouver la mécanique d'approvisionnement de terrain idéale que j'aurais voulu avoir quand j'étais développeur. Fait on a commencé à réfléchir à l'enjeu, puis à monter ça, puis ça a rapidement débloqué vers une business qui fonctionnait très bien pour tous les développeurs immobiliers. Nice. Puis, je suis toujours très curieux de quelqu'un comme toi qui identifie un problème dans un domaine comme ça, puis qu'il détermine que la solution, c'est un logiciel, puis
bien entendu, j'ai un parti pris dans ce genre de démarche, mais je serais curieux d'en entendre plus à ce sujet-là. Tu sais, comment tu es arrivé à cette solution-là? Est-ce que tu as essayé d'autres choses? Comment ça se faisait avant? Puis c'est quoi, mettons, les fonctionnalités qui viennent vraiment sauver du temps puis qui permettent de votre proposition de valeur, dans le fond? Ouais, ben, honnêtement, le real estate, là, c'est mûr pour être disrupté au niveau technologique. Là. C'est très. On est à l'âge de pierre à ce niveau-là. Fait que, tu sais, tout a besoin d'être fait dans le monde du real estate. Fait que, j'ai acquis beaucoup de sites, je l'ai vu. Fait que, c'était évident. Puis je voulais, depuis que j'avais fermé ma business de développement, c'était clair que je voulais m'orienter un petit peu plus dans ce créneau-là. J'ai un background de développement immobilier, je suis un ingénieur civil, la portion tech, j'ai de l'intérêt, je suis assez fluide avec les technologies, mais je ne demande pas de programmer quoi que ce soit. Fait que, mais j'ai beaucoup d'intérêt avec ce qui se passait sur le marché, puis la puissance de ces solutions-là, quand tu peux résoudre un problème pas juste mineur pour toi, mais plus large pour d'autres personnes. Fait que, dans le fond, l'idée, c'était de voir, comment est-ce qu'on amène plein d'opportunités de terrain pour l'ensemble des gens qui ont besoin de faire leur projet. Fait que la première solution, c'était vraiment de monter un inventaire en temps réel des terrains. Sont où les terrains? Okay? Puis où est-ce qu'il y a un propriétaire qui est mûr, qui a un intérêt à se départir de son site. Puis l'autre morceau technologique, ben c'est ça, c'est vraiment toutes les données que tu as besoin pour prendre ta décision. C'est quoi les données de marché? Comme je disais, c'est quoi les risques? C'est quoi le potentiel? Les transactions de terrain à côté se passent comment, en fait? Fait que d'avoir juste cette information-là pour réduire ton temps d'analyse, c'était clair qu'il y avait un besoin de ce côté-là parce que c'est souvent les CEO qui s'occupent de prendre la décision, de dire « OK, j'achète le terrain. Fait qu'eux ont besoin de revoir ça, ont besoin d'avoir accès à cette information-là. Et bref, on a besoin de leur fournir ça le plus rapidement possible. Puis ça n'existe pas. T'sais, la solution, là, comme je dis, c'est un paquet de courtiers qui t'amènent des sites que tu passes du temps à analyser, mais tu ne sais pas finalement si le vendeur va être réellement motivé, va être aligné sur un prix de vente marchand de son terrain. Ça arrive souvent. Il y a des clients qui viennent nous voir, on a offert un terrain comme, mon Dieu, c'est cher, mais le vendeur ne voulait pas vendre parce qu'il n'y en a pas d'informations, lui non plus. Mm-hmm. Tu prends l'exemple de Gilles, le garagiste, qui il a opéré son garage depuis 30 ans, il a roulé ça, c'est sa retraite, il sait qu'il ne vendra pas son garage, que ça va être un terrain, mais ça vaut combien? Ouais. Il ne sait pas. OK? Puis... Tu peux dire, regarde, ton terrain, il vaut 3 millions, il en vaut 4 millions, puis ça vaut ça sur le marché, puis même c'est un bon prix, mais lui, s'il n'est pas convaincu que c'est le bon prix, il ne signera pas en bas. Mm-hmm. OK? Fait que c'est un marché qui est très fermé, qui n'a pas beaucoup d'informations dessus, qui percole. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on transmet cette information-là, puis qu'on rend cette classe d'actifs-là beaucoup plus liquide, puis facile à transiger en toute confiance? C'est vraiment de venir... vulgariser tous les enjeux pour les propriétaires qui ne connaissent pas vraiment ça, puis de fournir la bonne information pour les acheteurs. Très cool. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, c'est ça qui est hot. C'est pas juste comme le... Je sais pas, les gens qui ont des... je sais pas, moi, j'avais un peu en tête un terrain, t'es multimillionnaire, t'as plein de gros terrains, mais ça peut être juste quelqu'un qui a une business puis qui a le goût de... Ben, c'est beaucoup ça, en fait. Là. Nice. Oui, on va travailler avec des fonds d'investissement, ça va arriver, mais vendre un terrain, c'est une ville, c'est organique. Hein? Ça bouge, ça se dynamise tout le temps. Il y a un temps, c'est ça qui se passait, puis c'était correct d'avoir ce genre de business-là, puis les gens l'ont opéré pendant des années, mais là, la ville a évolué. Là, allez regarder comment ça se passait dans votre coin quand vous êtes né, puis aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Fait que c'est de participer à ça. Puis oui, il y a des gens qui ont juste opéré leur business, ils ont fait leur vie, puis leur retraite est à l'intérieur de ça, puis c'est une transition, ça devient la meilleure transition pour eux, la meilleure sortie pour eux. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Puis, je peux te poser, parce que je suis un hijack, là, mais... Correct. OK, celle-là, vite. T'as le droit. Non. Mais non, j'étais curieux, juste en termes de KPIs, là, je suis un grand fan de KPIs, puis je m'en sors de partout, là, Harry, parce qu'elle les entend tout le temps. Mais as-tu une idée déjà mettons, à quel point tu peux accélérer une transaction avec Lenders versus l'ancienne méthode plus papier, plus bouche à oreille? Ben oui, en fait, des courtiers qui travaillaient dans d'autres grosses firmes,
qui étaient là. Puis leur délai moyen de transaction, c'était 18 mois. C'est du moment que tu as une promesse d'achat acceptée à l'acte de vente. Dans le résidentiel, ça va être comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, mettons, maximum. Fait que, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de vérifications à aller faire sur le projet, puis tu vas avancer ton projet le plus possible. Nous, notre délai moyen de transaction, c'est entre 4 et 5 mois. Nice. Fait que c'est assez majeur, parce que finalement, la vérification diligente est souvent faite en grande partie. Puis le prix va être adéquat avec le potentiel. Il y a une bonne analyse qui est faite. Fait que, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est surtout que des fois, il y a des projets qui se faisaient juste pas. On a accompagné un CPE dans deux transactions. Mais écoute, ça faisait 6 ans que je cherchais un terrain pour faire leur CPE. Ouais. Mais écoute, on l'a retrouvé, dans les 2 cas, ça a pris entre 1 et 2 mois pour leur retrouver le site. Ils ont pu faire le projet. Fait que, c'est là où tu viens de débloquer beaucoup de choses. Beaucoup de projets, en fait, qui sont ça valide un besoin assez vite. Oui, assez vite. Oui, écoute, on travaille non-stop, là, fait que le besoin est très clair. Hein. Félicitations. Ma question était un peu par rapport à tantôt, tu disais, tu as plus un background ingénierie civile, plus un background en développement immobilier. Moi, je me demande, quand tu as eu cette idée-là de Lenders, puis là, que c'était clairement un projet logiciel, c'est quoi tes premiers réflexes? C'est quoi les premières étapes? Où est-ce que tu vas? Tu vas pitcher ton idée à des boîtes de services? Comment tu recrutes une équipe à l'interne? Oui, écoute, je l'ai appris, je me suis fait un petit plan, OK? Je me suis trouvé un développeur qui était, à travers les sites où tu peux recruter en ligne. Là, dans le fond, là, c'était TopTal, je pense, en fait. J'avais réussi à trouver quelqu'un de ce côté-là, puis je voulais juste valider un peu mon modèle, comment on allait faire ça. Pas la bonne approche. Je ne referais pas ça aujourd'hui, OK? mais bon, mais ça a bien été. Je suis tombé sur quelqu'un qui était sharp, mais bon, je ne connaissais pas la tech. Pour moi, développeur, tu développes à peu près tout, là, nécessairement. Là, pas, dans certaines limites, là, mais je connaissais la distinction de back-end, front-end, mais ça se limitait un peu de ce côté-là. On a fait le plan, je l'ai monté, mais je n'étais pas capable de donner du feedback sur l'output, la qualité du travail qui était fait là. Fait que c'était pas facile nécessairement d'encadrer. Puis c'était pas un CTO qui était situé dans la compagnie, investi, qui était là. C'est quelqu'un que je payais à l'heure. Puis voilà. Fait que il a monté des bons morceaux pour nous. Ça a permis de débloquer la business. OK, il y a une solution tech à ce qu'on est en train de faire. On est capable de le trouver. Fait que ça a fait ça. Mais ça a aussi fait qu'on a monté un peu une maison un peu tout croche. OK? Puis là, après ça, quand tu arrives avec la vraie équipe, tu veux monter ça, puis là, c'est comme l'entrepreneur qui arrive comme « Waouh! OK, c'est faux. » Faut que je démonte un peu. T'es sûr, ça ne te tente pas de mettre la pelle là-dedans, OK? Puis on recommence à zéro, ça va être plus le fun, ça va aller plus vite. Puis, on a fait des erreurs en termes de façon de fonctionner, en termes de code. On a eu beaucoup de legacy, puis on appelait ça la cave, là, où les développeurs rentraient, il fallait faire le ménage une fois de temps en temps, mais c'est pas ce qui est le plus sexy quand tu vas attirer des développeurs chez vous. Ben, écoute, il ne faut pas trop se flageller. Je pense que c'est quelque chose que les gens font souvent. Puis je pense pas que c'est toujours la mauvaise décision. Là. Après ça, tu vas arriver devant l'équipe de dev, puis ils vont te dire « Ah non, c'est pas bon. Puis on est fort là-dedans, les devs. Mais le terme pour ça, c'est dette technique. Puis je trouve ça intéressant de le voir de cette façon-là. C'est une dette, c'est un emprunt vers ton futur, mais des fois, ça aide à kickstart, puis justement à valider une idée, puis pas trop investir d'argent pour de quoi qui peut-être éventuellement ne marchera pas. Dans ton cas, ça a marché, mais c'est pas toujours le cas. Fait que c'était pas nécessairement un mauvais move, mais en tout cas. Fait que là, tu as engagé quelqu'un à l'interne, finalement, tu as fait une version plus MVP de Lenders, puis là, tu as décidé de partir avec cette version-là, puis d'aller voir une boîte de services pour repartir à zéro. Presque. Oui, c'est ça. Fait que, puis là, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à parler avec Pierre-Étienne. On avait monté le back-end avec cette personne-là, fait que l'acquisition de données. C'est ça qu'on avait fait. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, clairement, il y a comme ça marche, on commence à générer des revenus déjà, à juste faire du service, là, fait que du courtage, mais là, comme, je veux monter l'application, donner l'information à tout le monde, puis on a commencé à opérer sur un modèle SaaS. C'est ça l'objectif. Fait qu'on chargeait les gens mensuellement pour leur fournir toute cette information-là. Puis, excuse, c'est qui les gens qui payent mensuellement pour ça? C'est genre les investisseurs immobiliers? Oui, les développeurs immobiliers. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Là, on a fait des pivots à travers ça, mais on analysait tout le marché.
voici tout ce qui est en vente actuellement, puis on te l'analyse pour toi, on donne toute l'information avec le proforma financier, tout le kit, puis qu'est-ce que tu peux faire sur ce projet-là, tout dans une application qui est assez nice, honnêtement. Je chargeais 500 $ par mois pour ça, mais ça accélérait beaucoup la prise de décision des gens qui voulaient faire des acquisitions de terrain. Fait que ça a commencé à bien marcher. Fait qu'on a monté cette application-là. C'était cool, c'était belle. Mais là, à un moment donné, tu regardes ça, c'est comme, OK, là, on appelle les gens, il faut les convaincre de payer 500$ par mois. C'est pas si facile que ça comme ticket non plus. Beaucoup de temps d'analyse, en fait, qui est en arrière de ça. Puis en bout de ligne, on les aide à faire une transaction où le courtier va être rémunéré 100, 150, 200 000 $, puis il n'aura juste même pas compris comment il a vendu le terrain parce qu'il ne vendait pas nécessairement la bonne chose, en fait. Fait que là, c'est comme, OK, ça marche pas. Ça marche pas financièrement, ce modèle-là. Fait qu'on a tout flippé de bord, puis on a commencé à simplement prendre cette information-là pour générer des opportunités de vente, mais les lister publiquement, puis donner toute l'information, mais sur les opportunités que nous on génère. Puis on donne accès à l'information gratuitement, mais on prend un frais transactionnel comme une firme de courtage immobilier le ferait. OK. Vous prenez un pourcentage de la transaction ou de la commission du... Oui, bien, dans le fond, on fait la commission de courtage comme un courtier conventionnel, en fait, mais on fournit toute la donnée qui est là. Fait que nos clients, c'est gratuit, ils peuvent naviguer sur la plateforme, avoir accès à toutes nos analyses. Puis ce 500$, c'était les courtiers qui le payaient beaucoup? Bien, dans le fond, le 500$, c'était les acheteurs qui le payaient pour avoir accès à l'information. Mais dans le fond, c'est qu'on analysait des sites qui étaient en vente par des courtiers. Puis un courtier peut vendre un immeuble industriel, mais il n'a pas réalisé qu'il y a des options dans le zonage, parce que c'est complexe, le zonage. Quand tu rentres là-dedans, il y a eu beaucoup de longues soirées de mal de tête à comprendre nécessairement les structures derrière tout ça. Fait que, la majorité des courtiers vont comprendre la grille de zonage qui est un peu la base. On appelle ça la pointe de l'iceberg, mais il y a toutes sortes de choses en dessous qui peuvent te permettre de faire beaucoup plus. Puis ils ne voient pas nécessairement cette information-là, mais nous, on allait la décortiquer puis on la fournissait. Fait qu'il y avait des opportunités où le courtier pensait vendre un dépanneur, mais non, dans le fond, il est en train de vendre une tour de 6 étages. Il ne le savait juste pas. Fait que lui, il faisait la rétribution pour vendre son dépanneur. Il n'avait pas compris ce qui était en train de se passer sur le terrain. Mais bref, la vente s'était réalisée grâce aux données qu'on avait fournies. Mais si tu montres, c'est un peu alarmant que les courtiers ne savent pas ça. Je connais pas assez le domaine pour commenter, mais c'est que ça dépend. C'est des courtiers, admettons, qui sont plus résidentiels, mais qui font aussi du... Oui, c'est ça. Ben là, on peut aller loin sur le courtage. Puis faut que je pèse mes mots aussi, là, parce que je vais me faire taper sur les doigts. C'est ça, voilà. Mais non, tu as des courtiers résidentiels qui vont faire transaction de maison, puis ça, c'est simple. Tu as des courtiers commerciaux, puis il y en a qui ont les deux licences, peuvent faire un petit peu tout, mais le terrain, c'est quelque chose à part. Quand tu vends un immeuble, tu vends du concret. Tu peux, voici, c'est un immeuble à revenus, tu as des revenus, puis voici ce qu'il y en a. Quand tu vends un terrain, tu as un potentiel. Ça n'existe pas. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, c'est possible de faire une tour de 200 étages partout au Québec. N'importe quel terrain. C'est juste que ton chemin légal puis juridique pour avoir ton autorisation peut être un peu plus compliqué à certains endroits qu'à d'autres. Mais bref, fait que c'est pas purement directif à un endroit, tu vois ce que tu peux faire, puis c'est ça, puis rien d'autre. Dans le fond, il y a toujours des options pour aller bonifier, modifier les choses, puis c'est cette portion-là qui est très complexe, puis que le courtier conventionnel n'est pas capable de faire. OK, good. Je suis rassurée. Puis une autre question, en fait, premièrement, des félicitations parce qu'on a vu récemment que vous aviez obtenu une round de financement de 1,5 million de dollars. Félicitations pour ça. Merci. Puis je me demandais, qu'est-ce qui a dû être fait pour que Lender soit prêt justement à avoir cette round de financement-là? Où est-ce que vous avez dû vous rendre au niveau soit technologique ou juste business pour
pour préparer votre produit? Puis être capable. Oui, c'était pas facile, hein, l'environnement actuellement pour lever du capital. Écoute, avec la crise économique, la crise des taux d'intérêt, il y a eu beaucoup d'investissements qui se sont retournés en down round un peu partout. Puis, par rapport au marché immobilier spécifiquement, as-tu senti qu'il y avait un refroidissement ou au contraire, avec la crise du logement, ça se joue en votre faveur? Ou... Non, c'est ça. On l'a eu rough là, dans les 3 dernières années. Ouais. On a parti Lenders il y a 3 ans. Fait que la première année à monter une business, c'est jamais facile. Là. Fait que tu grindes, puis on était comme, OK, là, ça marche, t'es en train de décoller, puis là, paf, la crise des taux d'intérêt est arrivée. Ouais. Puis écoute, le marché du terrain s'est effondré de 70 d'un coup. OK? Fait que c'est une double claque qui arrive tout de suite après. Fait que là, c'est comme, ouf, OK, là, on repart, puis on pensait sortir, puis on regrind. Fait que non, le marché immobilier a été vraiment affecté. Il y a une crise du logement, on a besoin de faire du logement. Fait que c'est comme un élastique qui s'étire puis qui va finir par sauter. Mais pour les 2 dernières années, ça a été plus difficile. Là, ça vient de reprendre. Là. Fait que, il a fallu se débrouiller à travers ça quand même. Là. Pas facile à naviguer, ce genre de truc-là. Non. Puis avec ce financement-là, je serais curieux, est-ce que... j'imagine que, tu sais, pour aller chercher ce financement-là, ça vous prend un plan, ça vous prend des projets. Moi, ça ressemble à quoi, ces plans-là, pour vous? Puis peut-être d'un point de vue technologique aussi, là, tu sais, tantôt, tu en as parlé, c'est difficile quand tu n'as pas de CTO de mener un projet technologique. C'est-tu dans les plans? C'est-tu quelque chose que vous avez? Oui, bien là, on a eu... c'est dur d'aller lever du capital pour une compagnie technologique si tu n'as pas de CTO. Fait qu'on a un CTO à l'interne, puis on l'avait avant de faire ça, qu'on est rendu assez mature de ce côté-là. Mais dans le fond, on a levé le capital. Ce qui était la recommandation, c'est on avait des revenus. Ça marchait, ça fonctionnait. On était déjà cash flow nerd. Fait que ça aide déjà beaucoup dans une business. Là, on avait le choix avec la crise. Bon, est-ce qu'on ralentit? Est-ce qu'on réduit les dépenses? Puis, bon, OK, on se replace comme business, puis on attendra, on survit en attendant, puis on y va. Ou on lève du capital, puis on continue à faire de l'investissement, parce qu'on sait que la vague, elle s'en vient, puis on peut juste être prêt à la surfer quand elle va être là. Fait que le plan, ça a plus été de faire ça. Fait qu'on on a parlé à quelques VC, mais on n'avait pas beaucoup d'attentes, mais ça a cliqué très, très vite avec le groupe d'Axelia, en fait, qui a fini par investir avec nous. Puis avec les gens d'Investissement Québec aussi, qui voyaient vraiment tout leur enjeu au niveau de l'approvisionnement en terrain, parce qu'ils essaient d'attirer des entreprises étrangères, puis ils y arrivent assez facilement parce qu'on a une bonne proposition de valeur. Mais bon, bref, leur trouver des terrains, c'est ça qui est complexe pour eux. Fait que eux, c'était un investissement qui était stratégique. Fait que ça s'est packagé assez rapidement avec le plan de match qu'on avait, avec les revenus qui étaient déjà là. Puis, on s'entend, là, un seed round, tu votes plus pour l'équipe que pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à date. On avait déjà un background avec une petite application qui était montée. Fait qu'on était prêt à avancer. Fait que ça a quand même bien été. Puis ensuite, pour le plan de match pour la suite, là, on a levé du cash pour monter toute la preuve de concept pour le Québec. Okay? Fait que c'est ce qu'on est en train de faire là. On a pu monter l'équipe de courtiers pour faire la transaction, puis de développeurs immobiliers pour résoudre les sites pour le Québec, faire tous les produits qu'on a l'intention de monter pour la plateforme-là. Puis ensuite, on va partir en Series A quand ça va être le temps d'aller pour le reste du Canada, puis plus au sud. Très cool. Félicitations, en tout cas, c'est vraiment hot. Puis en tout cas, moi, la crise du logement, c'est sûr que ça touche tout le monde, fait que je trouve ça le fun de voir des solutions comme ça. Mais je serais curieux parce que on dirait la façon dont tu le décris au Québec, ça sonne quand même assez Blue Ocean, votre truc. Là. On dirait que la compétition est... Vous avez quand même un beau terrain de jeu. Oui, quand même. Est-ce que tu en as cerné ailleurs? Tu parles de faire la preuve de concept au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu une compétition ou vraiment en mode... Pas tant, en fait. Puis on espère que ça va rester comme ça longtemps. Donc, mais... Après le podcast, tu vas voir. c'est ça. Fait que, non, c'est quand même... Mine de rien, c'est quand même compliqué. Fait qu'il y a beaucoup de groupes qui se focusent à fournir les données. Fait que ça, on en voit de plus en plus, puis c'est bon, là, parce que le real estate en a besoin. On en parlait tantôt, là, ça fait pitié à certains égards. Fait que de voir ça émerger, c'est bon, mais pour nous, juste fournir la donnée, c'était insuffisant.
OK? C'est qu'est-ce que tu fais avec. Fait que c'est dans le fond, les gens sont prêts à payer pour la donnée, oui, mais pour le transactionnel, dans le fond, vont donner des sous s'il y a quelque chose qui se passe, finalement. Tu sais, pour l'acheteur, je suis capable de monter mon projet, puis pour le vendeur, ben, j'ai l'événement de liquidité qui est là. Donc ça, honnêtement, on n'en voit pas. OK? Fait on est plus... on est plus en compétition, au final, avec les grandes firmes de courtage. Puis sans vouloir les insulter, mais ça les insulte un peu, mais c'est un peu dinosaure. OK? Fait que ça n'investit pas beaucoup en tech. C'est très une vieille façon d'opérer les business. Fait que finalement, oui, on a un peu un blue ocean, puis on prend la vitesse assez vite. Parce que notre mindset, notre culture est plus celle d'une startup. J'adore ça. Conquérir un marché avec la tech, ça vient me toucher. T'es touché. Touché droit au cœur. Puis au niveau des données, justement, puis peut-être que tu l'as mentionné, mais on dirait que j'aimerais ça bien comprendre, genre walkthrough, c'est quoi le process, quelles données tu vas chercher, comment tu es capable de juger qu'est-ce qui est pertinent versus qu'est-ce qui est moins pertinent. Est-ce que les gens peuvent avoir un genre de filtre de... Puis, en tout cas, peut-être dans la même ordre d'idée, je trouve aussi intéressant de ces données-là, parce que tu dis que tu accélères, mais est-ce que ça vous prend vraiment beaucoup de temps, vous, aller les chercher? C'est quoi le travail manuel d'aller les chercher? Oui, c'est ça. Ben, ce qui est compliqué, c'est tout de générer le flux de données en continu. Okay? Fait que c'est les API pour être plugué sur la source, puis que ce soit rafraîchi en temps réel. Parce que le zonage, il change à tous les mois. Okay? Il y a des modifications de zonage qui sont faites. Fait que tu as besoin d'avoir ce flux-là. Tu as des API là-dessus plugués? Ben, on essaye. C'est pas toutes les villes. Des fois, on regarde, mais la ville a une carte interactive. C'est comme parfait. Tu demandes d'accès à l'information. Peux-tu me donner accès à ça? Puis comme on n'a pas ça, puis ça cherche un peu partout. Puis ils sont même pas au courant des données qu'ils ont. Fait que c'est beaucoup d'éducation à faire de leur côté. Mais heureusement, comme le GIS se développe de plus en plus, les villes donnent de plus en plus de données. Il y a beaucoup de regroupements aussi, d'organisations qui commencent à structurer des couches de données qui sont pertinentes. Fait que notre travail, finalement, c'est d'aller se connecter sur toutes ces données-là. Puis nous, on s'occupe seulement de produire celles qui manquent, qui n'existent pas, puis qui sont essentielles. OK. Fait quand même assez seamless. Ou en tout cas, l'idée, c'est de rendre le plus seamless possible, ce processus-là de récolte. Oui, de données. Exactement, parce qu'on a des centaines de sources de données à venir brancher. Puis souvent, chaque ville a sa propre source de données. Il y a des données provinciales, des données fédérales. Donc, c'est complexe. Les premières fois que vous avez abordé les villes, justement, pour vous connecter à ça, est-ce qu'il y avait un genre de malaise ou comme... Bien, pas un malaise, mais d'incompréhension, je dirais, parce que c'est d'aller trouver, OK, mais qui s'occupe de ça? Mais on n'a pas ça, puis un API, c'est quoi? OK, exactement. Fait que, comme je la vois, ta carte, fait que là, nous donner les ressources, puis souvent, on a tendance à donner le fichier, mais sans nécessairement le rafraîchissement qui vient avec. Fait que c'est pas évident. Hein, dans les villes, c'est pas les organismes les plus dynamiques non plus. OK, je comprends. Je peux imaginer. Puis je m'en vais un peu ailleurs là, avec ma prochaine question, mais je me demandais, on a fait un peu, en fait, Salif a fait un peu de stalkage de ton LinkedIn parce que ça fait partie de notre job en tant que podcasteur. Et on a vu que tu venais d'un monde un peu plus McKinsey, puis genre Bombardier, des grosses entreprises bien établies. On dirait que je suis curieuse un peu d'aller dans ton côté entrepreneur puis voir qu'est-ce qui t'a mené à, en fait, passer de ces grandes entreprises-là à l'entrepreneuriat. Oui, bonne question. En fait, j'en parle beaucoup avec ma blonde, en fait. Elle se demande ma question. Il y a un peu de masochisme là-dedans. C'est pas facile, hein, l'entrepreneuriat quand tu embarques dans tout ça. Puis des fois, tu as des challenges, puis tu voulais peut-être vécu, mais tu vas mener, quand tu as des conversations, dire, OK, il va falloir mettre de l'argent dans la compagnie parce qu'on ne fait pas le payroll de mon prochain. Ouais. C'est comme là, tu regardes tes amis qui sont VP dans d'autres boîtes, ça va bien, pas trop de risques, le cash flow rentre. Fait que c'est cette question-là, elle vient, mais pour vrai, c'est drivé beaucoup par le besoin d'avoir un impact. Hein, quand tu es dans ces organisations-là, des fois, tu te sens comme un peu un rôle là-dedans assez limité. Je me juge beaucoup personnellement sur ça. C'est qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma marque dans la société. Puis c'est important pour moi. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'a drivé beaucoup, qui cause aussi des enjeux. Mais Puis quand tu dis impact, je serais curieux, c'est impact au niveau, mettons, par rapport à l'entreprise ou par rapport carrément à la société, parce que vous avez quand même un impact de société. C'était-tu ça ta drive ou
tu as identifié un enjeu de société, tu disais, je veux contribuer à la solution, ou comme par exemple la crise du logement. C'est social, là, vraiment. OK, OK. Fait que, je veux qu'en bout de ligne, on monte une business, je pense que tout le monde est heureux de travailler dans le business, puis on fait une culture où les gens sont bien, puis sont à l'aise, puis c'est comme les vieilles compagnies un peu bullshit, puis stock-up, on n'est pas là pantoute, là, puis je pense que vous avez le même genre de business, là, fait que c'est ça qu'on veut monter, où les gens sont libres, se sentent bien, mais pour moi, juste ça, c'est pas assez. C'est comme ton petit réseau, c'est ta petite famille, c'est bien, OK, mais oui, c'est beaucoup plus social, de changer, de faire évoluer les choses. Puis, bon, j'ai développé une bonne expertise dans le développement immobilier, je connais ça comme le fond de ma poche. Puis les enjeux sont majeurs là-dedans, puis ça touche comme tous les côtés du développement durable. Quand j'étais développeur, on faisait des projets. Je suis encore le développeur. Je pense qu'il y a fait le plus de projets LEED Platine au Canada. C'est quoi ça? C'est une certification de développement durable, en fait. Donc, au niveau de la qualité des matériaux, de la durabilité des projets. Fait que ça m'a toujours habité énormément. Fait que, là, quand tu regardes dans le terrain, mais c'est comment tu utilises finalement ta planète Terre. Okay? Fait que puis oui, ça adresse plein de problèmes. On a fait beaucoup de transactions de protection du territoire, des milieux naturels. Je trouve ça super intéressant de comprendre c'est quoi cette mécanique-là, puis d'aider les gens à faire ça. Fait que ça aide à faire ça. La crise du logement de l'autre côté, qui est un enjeu social majeur. On a même développé un OBNL où on essaie d'accélérer les transactions, les projets immobiliers à but non lucratif. Parce que là, nous, on voit toutes les opportunités de terrain. Il y a beaucoup d'OBNL qui veulent faire des projets qui ne sont pas à but lucratif. Donc, on capte, en fait, les loyers, puis qui baissent à travers le temps même. Mais, tu sais, souvent, vous avez peut-être entendu parler de l'utile, les logements étudiants. En fait, c'est une super belle organisation qui se développe bien, mais très structurée. Puis il y en a quelques-unes comme ça, mais le nombre est assez limité. C'est des gens qui sont mobilisés, mais c'est tough, hein, faire du développement immobilier. Fait que c'est pas quelque chose de facile. Fait qu'on a monté un OBNL. Puis là, avec quelques groupes, on structure un bon financement. Puis on a des promesses d'achat qui sont en cours, où on achète des terrains, on travaille avec les villes pour changer le zonage, faire des projets d'envergure. Ça crée de la valeur, ça facilite la structure de financement. On peut faire des projets à but non lucratif sans subvention, puis on les cède aux OBNL après qui vont les opérer. Fait que, ça nous permet d'avoir cet impact-là en voyant tout ce qui se passe sur l'aménagement du territoire. Donc, fait que les possibilités sont quand même assez infinies, en fait, sur ce que tu peux faire. Faire des transactions pour des CPE, libérer ça, pour moi, ça fait partie de cet impact-là d'accélérer des projets qui sont porteurs puis sociaux. Ouais. Mais très cool. Ouais, j'aime beaucoup ce que j'entends. C'est le fun des entrepreneurs à impact. Je ne me considère pas comme ça, c'est pour ça que je trouve ça le fun aussi. Je me flagelle. C'est quoi la paye? C'est quoi Mais est-ce que c'est dans les plans que, mettons, moi, demain matin, je veux me construire une maison, est-ce que je pourrais utiliser Lenders ou c'est pas encore possible pour les gens comme moi? Ça va être dans les plans. C'est pas tout à fait... T'es pas notre public cible encore. Pourquoi? Fait que, parce que là, je rejoins Nick un peu, c'est pas assez payant. Mais c'est pas... c'est pas... Capitaliste. Non, mais tu sais, dans le fond, ça va être un projet important pour toi, mais c'est une transaction de terrain pour une maison unifamiliale, mettons, ça va être, entre 100, 200, 300 000, mettons, pour le terrain, dépendamment dans quel secteur tu veux t'installer. Fait qu'il y a beaucoup de volume, c'est plus simple là, comme transaction aussi. Fait que ça prend quand même beaucoup de temps. Puis là, honnêtement, on pourrait faire travailler deux fois plus de personnes dans l'organisation. Fait qu'on a juste fait un choix de s'occuper des projets de plus d'1 million. Là, ces terrains-là sont sur Centris aussi, en général. Je n'ai pas nécessairement besoin de passer par des codes spécialisés. Oui, OK. Sont sur Centris, mais tu sais, est-ce que la question, c'est vraiment juste de savoir qu'il y a un terrain qui est en vente ou c'est vraiment de s'assurer que tu peux faire le projet que tu veux faire dessus? C'est ça. Je vais donner un exemple d'une entreprise, BRP, là, les produits récréatifs, ils ont acheté un terrain à la Prairie dernièrement pour faire leur nouvelle usine de production. Je pense que c'est peut-être moto, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. Mais écoute, le projet, ils ont commencé en construction, puis ça a été arrêté. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait les rainettes faux grillons, qui est une espèce menacée, qui est la petite grenouille. C'est comme, mais voyons.
OK? Qui a fait cette transaction-là? Qui s'est occupé de ça? Ouais, Mais tu sais, je l'impact financier est majeur, mais c'est tout aussi vrai au niveau des particuliers. Fait qu'il y a des éléments à aller voir puis à encadrer là-dedans. Fait que oui, on va le faire, mais ça va être le produit purement tech. OK? Ou quand on va vraiment consolider toutes les données structurées très claires, on va pouvoir mettre en vente ces terrains-là sans nécessairement l'intermédiaire d'un courtier, d'une personne qui va faire, puis tu vas avoir toutes les informations, puis tu vas être très clair sur ce que tu peux faire sur le site. Fait que, mettons, dans 1 an à peu près. OK, mais c'est quand même rapide, là, dans 1 an. Oui, c'est ciblé, ouais. C'est nice. Je tiens à juste faire une parenthèse. Je suis résident de la Prairie, puis on y tient à nos grenouilles. C'est ça que j'allais te demander. C'est-tu à cause des grenouilles que tu peux pas construire ton garage? Non, c'est juste que je suis trop proche du voisin. Il n'y a pas de grenouilles, là. Oui, mais même justement, est-ce qu'il y a une... mettons, là, je pense à toi que tu avais plein de questions, puis ça a été tellement compliqué d'avoir des réponses sur qu'est-ce que tu peux faire avec ton terrain, même si tu as déjà une maison dessus. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui, éventuellement... Bien, ça fait partie du zonage, en fait. C'est quoi tes possibilités, puis comment tu peux analyser le zonage. Ça, l'intelligence artificielle va nous aider à avoir clair dans toute cette réglementation-là qui est un peu... Moi, ça colle un peu à ce que tu disais tantôt par rapport aux informations des municipalités. Tu sais, j'ai eu besoin de parler à plein de gens différents, d'avoir ma réponse, mais tu sais, un bon site web, là. Ouais. Un bon chat GPT. C'est ça. Exactement, qui peut analyser ça, puis te donner la question, je peux-tu faire mon garage, là, mettons, là? C'est ça. Je veux un garage, ça marche. Sans payer un urbaniste qui passe 2 semaines là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, un plan d'architecte. Puis tout. Exactement. Bon, t'aurais pas eu besoin d'harceler la ville de la Prairie si t'avais eu ça. Écoute, vous m'obligez à vous harceler. C'est ça. On leur envoie un message clair s'ils les écoutent. Ouais. Mais justement, tu parlais d'intelligence artificielle, puis je me demande, est-ce que toi, c'est dans ta... Est-ce que c'est déjà inclus dans la solution? Est-ce que ça s'en vient? Oui, bien, on aimerait ça que ce soit déjà inclus, là, mais on va essayer de... On galvaude pas trop encore l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui le font, mais oui, tu sais, ça, on va le faire, puis il y a tellement de choses cool que tu peux faire avec ça dans Ce serait quoi ton premier projet, mettons? Fait bien, là, ce qu'on est en train de faire, c'est on fait l'inventaire des terrains. Fait que, c'est quoi un terrain? Okay? C'est quand le potentiel a plus de valeur que l'actif qui est en place. Okay? Fait que, mettons, je reviens avec mon vieux garage. Je pourrais vendre le garage, mais si je suis capable de le mettre à terre pour bâtir un bâtiment de 6 étages, bien, le potentiel a plus de valeur. Okay? Fait que c'est comment tu identifies ça, puis le potentiel puis la valeur va varier. Tu sais, exemple, un triplex au centre-ville pourrait être un terrain, alors qu'un triplex à Candiac ou à la Prairie ne sera probablement pas un terrain. Donc, il faut être capable d'analyser ça en fonction des informations de zonage, toutes les données que tu peux avoir. Fait que là, on a un outil interne qui est super efficace pour identifier ça. Mais c'est d'entraîner un modèle de machine learning qui va pouvoir garder en temps réel cet inventaire-là. Parce que, comme je le disais, le zonage change tout le temps. Il y a des transactions qui se font, il y a des projets qui se construisent. Fait que l'inventaire baisse, il augmente parce qu'il y a des changements de zonage à certains endroits. Donc, c'est quand on parle d'aller faire la conquête du reste de l'Amérique du Nord, ben, d'être capable d'identifier en temps réel qu'est-ce qu'un terrain, puis d'avoir ce bassin-là, ben, c'est super utile pour nous, pour les investisseurs. C'est hyper utile pour les gouvernements pour dire, bien, j'ai un besoin, j'ai une population qui s'en vient, j'ai une croissance démographique. J'ai-tu ce qu'il faut sur mon territoire dans l'aménagement pour l'accueillir éventuellement? Okay? Là, tu peux modifier tes politiques ou changer certains aspects en ayant cette information-là. Fait que ça, d'être en mesure de reconnaître, de faire cet inventaire-là du potentiel finalement de ton territoire, c'est un des gros aspects de l'AI sur lequel on va travailler, puis j'espère dès 2025. C'est juste que ça prend beaucoup de données pour faire l'intelligence artificielle. C'est l'enjeu en real estate. Ça peut paraître beaucoup. Oui, il y a beaucoup de terrain, mais c'est pas tant de données pour entraîner un modèle. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, on utilise beaucoup c'est des solutions externes, là, mais le generative design, où justement, tu es sur un terrain, qu'est-ce que tu peux faire dessus? Bien, il y a des modèles qui commencent à te générer plein de possibilités de bâtiments puis d'optimisation, en fait, à travers tout ça. Ça, c'est-tu dans la plateforme en ce moment? On utilise, dans le fond, c'est un third party avec qui on a un partenariat qui s'appelle Giraffe, qui est intégré dans la plateforme. Puis tu peux l'utiliser puis commencer à faire ça. Est-ce que cet argument-là de AI ou de plan AI, c'est quelque chose que tu as utilisé pour aller chercher le financement?
Un peu, oui. J'ai le feeling que c'est genre un peu des mots clés de financement, là, Ouais, pour quand pas même. condescendant. Quand même, mais tu sais, je veux dire, tu t'en parles parce que oui, ça vaut la peine, puis ça crée vraiment de la valeur dans le cas du machine learning, puis Mais c'est un l'identification, super puis bon l'inventaire use de case, terrain. Fait que tu sais, c'est clair qu'on s'en va vers ça pour la croissance. On n'a pas le choix de passer par ça. Fait que oui, mais en même temps, les VC sont pas tant dupes. Là. Non, Si c'est ça. tu dis que tu vas faire l'intelligence artificielle, tu n'as pas de plan clair, c'est pas structuré, Je comprends, ils n'embarqueront pas. Mais oui, ça fait partie de ce que les gens regardaient dans le sens, OK, tu sais, oui, ta business, ça marche aujourd'hui, là, mais tu vas-tu être disrupt par l'AI dans 3 ans, puis finalement, tu n'as plus de business. Fait que si tu es à l'avant-garde de tout ça, puis tu vois c'est quoi les champs d'application, c'est sûr que c'est quelque chose qui regarde. Puis même pour ta récolte de données, on en parlait tantôt, là, justement, des municipalités. Puis j'imagine à chaque fois que tu intègres une nouvelle municipalité, c'est des nouvelles données ou en tout cas un nouveau format. Fait que peut-être une façon d'une approche AI pour essayer de automatiser un peu l'intégration de nouveaux, je sais pas, de municipalités ou même provinces. Je sais pas si... Ouais, de voir à ça, mais tu sais, c'est comme, c'est beaucoup de... J'aimerais ça, les AI soient rendus là. On peut le regarder, mais c'est faire le nettoyage de leurs données aussi, là, qui ne sont pas toujours... fait que ça, oui, en fait, là, vraiment. Puis surtout, tu sais, je reviens à naviguer la réglementation. Là, mais nous, on dit le zonage, c'est la pointe de l'iceberg, là, mais je pense que c'est 10% d'un iceberg qui flotte, mais là, c'est plus 2% là, là-dedans. Fait que de naviguer ça, d'être capable d'interpréter, puis juste de pouvoir poser des questions sur l'ensemble des données d'une ville, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, puis où je peux-tu faire ça, pour que tu aies des réponses claires, ça. Tous les sites de chaque ville pour avoir une intégration Lender, genre. Oui, OK. Là, mais j'aime comment tu penses, Moi, je vois le potentiel. Mais tu sais, ça, écoute, j'espère qu'il y a des groupes qui travaillent activement là-dessus, là, parce que pour vrai, il y a beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux de sur la tête. Là, c'est sûr. Ça serait très utile. C'est sûr et certain. Mais là, en ce moment, fait que là, il y a des gros projets là, qui s'en viennent. Moi-même, j'ai de l'ambition pour le projet, fait que j'imagine pas toi. Je me demande, c'est quoi les... est-ce que tu as recruté depuis que tu as commencé, as-tu recruté ton équipe plus technique à l'interne? Comment vous allez arriver à produire toutes ces nouvelles technologies? Oui, pour le faire, oui. Fait que là, on a une équipe, une équipe de 3 développeurs. Fait que c'est pas si gros que ça encore. Fait qu'on a travaillé une couple de développeurs externes. Là, on était en mode, on se focus sur la croissance des ventes parce que, le marché, il ne fonctionne pas. Okay? Fait que là, il vient de recommencer à fonctionner. Fait qu'on s'est dit qu'on allait être un camel startup, pas un unicorn où on dépense sans nécessairement savoir si les revenus vont rentrer éventuellement. Fait qu'on veut être sûr de durer dans le temps. Là, le marché revient. Fait que là, on est vraiment en mode, dès l'automne, on va être en mode là, de doubler, voire tripler l'équipe de développement pour accélérer la production des solutions technologiques. Là. Okay. Parce que, tu sais, on a une business qui marche, qui opère, mais là, c'est comment est-ce que tu prends la courbe de croissance? Bien, c'est la tech qui te permet de faire ça. Là. Exact, OK. Fait que pour, justement, vous mettre dans cette position de bonne base puis prêt à recruter votre équipe interne, vous avez commencé avec une agence de service. Puis après, ça vous a aidé comme à structurer puis à remettre de l'ordre là-dedans. Puis ensuite de ça, vous étiez prêt à comme... c'est ça. Recruter votre équipe. Il y a 1 an et demi, notre CTO est arrivé. Fait que là, a travaillé avec une couple de personnes. On a fait une couple de mandats juste pour débloquer des MVP. Puis là, on a monté notre équipe interne. On va chercher des gens externes très spécialisés quand on en a besoin. Mais là, on est vraiment rendu là. On pousse. Le product market fit, il est là. C'est clair que la demande est là. Notre plan de match, il est super clair, très focus. Là, c'est une question de, OK, on va juste comme être intelligent dans notre approche. Puis prudent. Fait que dès que le marché reprend littéralement, puis c'est en train de se passer, bien là, OK, là, on se met... On n'est pas là pour... on veut pas encaisser quoi que ce soit aujourd'hui. Là, on est là pour pousser le produit, on veut l'amener en Amérique du Nord. Je pense que ça marche. Fait que là, ben là, ça va être beaucoup d'investissements qui s'en viennent prochainement. Nice. T'allais sur quoi? Non. OK. Puis là, je reviens encore au début. Là. J'ai l'impression que je pars back and forth. Là. Mais... quand initialement, quand tu as fait les premiers développements puis que vous avez commencé vraiment à monter la plateforme, est-ce que tu avais fait un peu de recherche utilisateur ou tu te considérais comme le marché cible, fait que tu utilisais ce que toi, tu aurais voulu avoir pour combler ton propre besoin?
ou tu as fait un peu de... Ouais, c'est pas mal ça. J'étais comme, OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Puis, j'avais été client, le premier client de Lenders. Là, fait que là-dessus, c'était plus facile un peu. J'ai parlé avec une couple de mes amis développeurs pour juste valider que je faisais la bonne chose, là, mais ça n'a pas été une longue étude client, là, mettons. Là. Fait que, t'as-tu eu des mauvaises surprises, éventuellement, en mettant dans les mains des gens par rapport à ça? Ou... sur l'application? Ouais, mais genre des directions que tu avais prises, que tu étais confiant, finalement, un peu moins validé. Ouais, mais le monde immobilier, c'est un peu dinosaure. Là, fait que dès que je parlais aux gens de mon âge, ça, c'était correct, ça marchait bien. Puis là, oui, j'embarque dans le produit, là, mais tu parles aux plus gros groupes, là, c'était comme, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, l'immobilier. Puis écoute, c'est une game d'un peu de gros bras puis capitaliste. Fait que, on sait comment négocier les deals. Puis la solution, ils voyaient moins l'utilité. Aujourd'hui, ils disent plus la même chose, là, mais initialement, c'était pas si facile de percer là-dedans. Puis, je serais curieux, on va peut-être revenir quand même loin en arrière, mais tu l'as mis dans les mains des courtiers au début avec le modèle plus SaaS, puis là, maintenant, c'est vous qui agissez, qui est comme un courtier à travers cette plateforme-là. Ouais. Y en a-tu qui veulent leur avoir? Il me semble que c'est quand même un bon outil, puis as-tu une méthode pour leur permettre de l'utiliser? Ou? Ouais, mais c'est que dans le fond, on pourrait. Ça pourrait être une voie de croissance, mais c'est que l'outil est un morceau. Puis il manque bien des choses autour de ça. Okay. Comme je dis, on est Tech-Enabled Service pour là. Il y a des produits qu'on va mettre sur le marché dans la prochaine année qui vont être self-serve, puis ça va être vraiment du produit data, puis les courtiers vont pouvoir y aller. Mais de juste fournir la donnée sans le support pour le moment, c'est assez complexe parce que tu vas prendre le DG d'un CPE, là. Même si tu lui donnes la donnée, il ne sait pas comment aller travailler là-dedans. Puis le courtier qui ne fait pas de terrain, il ne sait pas tant comment l'utiliser finalement, cette donnée-là. Fait que ça prend l'expertise qui va en arrière. Fait que là, notre but, c'est on développe vraiment le marketplace où tout le monde vient pour chercher les terrains, viennent pour chercher les données. Fait qu'on agrandit notre équipe. Fait qu'on a de plus en plus de terrains qui sont dans l'application. Fait qu'on est en train de prendre la place du marché. On va intégrer les particuliers ou les gens qui peuvent vendre directement sans l'intermédiaire de quelqu'un. Fait que là, ça augmente le volume. Puis là, à un moment donné, si tu un courtier qui n'est pas dans Lenders, tu as un terrain à vendre, tout le monde est sur Lenders, fait que tu vas aller le mettre sur Lenders, puis il y a un produit qui peut se faire, mais en parallèle, les courtiers sont pas si avides de partager tant que ça leur rétribution facilement à travers ça. Fait que c'est plus la dernière portion du marché qu'on va aller conquérir de cette façon-là. Okay. Vas-y. Je sais jamais si tu vas poser une question. Je te keep on your toes. C'est la première fois que moi et Nick, on anime ensemble, d'ailleurs. Ah ouais. Ça se passe la dernière, sûrement. Oui, c'est vrai, ça se passe bien. Parfait, super. Mais tantôt, tu disais c'est plus difficile avec la génération plus avancée. Est-ce que tu offres un service d'accompagnement, justement, pour les aider à utiliser l'outil ou juste éventuellement, ils n'ont pas eu le choix et ils l'utilisent tout? C'est un peu ça. Là, dans le fond, je dis ça, mais ils sont capables de naviguer sur des plateformes, mais c'est là où le courtier rentre interne de Lenders, rentre en compte, puis je joue le rôle conseil, puis va chercher l'information, puis on sort toutes les données. Dans le fond, ils travaillent plus sur un modèle d'aide à la décision, dans le fond. Donc, nous, on tire sur les données qu'on a, puis on le fournit, puis on donne les résultats, finalement, parce que souvent, nos clients, c'est des CEO. Fait que c'est pas des gens qui veulent non plus passer des heures à analyser les choses. Ils sont plus en mode de l'information, comme mâcher, puis ta recommandation, puis je prends la décision là-dessus. OK. Ça a beaucoup de valeur, ça, quand même. Oui, vraiment. On va passer à notre... Je suis loin de mon micro. Ouais, on va passer à notre segment spécial, qui est mon segment préféré. Je t'explique. C'est la question dans le chapeau. Je m'étais dit que j'allais trouver un meilleur nom pour ce segment, mais c'est juste resté. C'est la question dans le chapeau. On a des petites questions sur des papiers. Tu vas pouvoir piger dans la tuque. Et si tu réponds aux questions adéquatement, selon moi, puis Nick, si on juge que tu as bien répondu, on va te donner une tuque Third Bridge. Oui. Tu pourras la porter fièrement. All right. Je te laisse piger. On donne une tuque? C'est nouveau, ça, me semble. Nick, c'est la première fois que tu animes avec moi. C'est pour ça que tu sais pas. J'ai écouté les épisodes, j'écoute. D'après moi, tu n'écoutes pas jusqu'à la fin. Il a l'air bien surpris. Ouais, j'écoute pas attentivement. On est prêt? Ouais. Peux-tu nous parler du pire UX auquel tu as été exposé récemment? Okay. C'est facile.
avez-vous déjà été sur le registre foncier du Québec? J'étais sûr que tu allais dire de quoi de gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, le registre foncier, c'est fou. Hein? Je peux savoir, je peux aller voir ta maison, puis je peux savoir c'est qui t'a prêté, combien d'argent, puis tu vois tout l'historique là-dessus. Il y a une mine d'informations qui est sur ça. Fait qu'on la consulte souvent, voir, les transactions se sont faites. C'est qui le propriétaire, puis les transactions se sont faites à quelle valeur. Mais écoute, ça ressemble à du MS-DOS comme qu'on avait dans les années 95. Là, c'est quoi, à peu ça, près. Là. Tu vois, Virginie, elle connaît même pas ça. Ouais. T'étais pas né en 95. C'est vrai. Écoutez pas Counthouse. T'étais pas né. Ah, t'étais pas né? Non? T'es 98? Ouais. Écoute, MS-DOS, c'est juste un vieil interface. Là. C'est vieux ordi, mais bon, j'exagère à peine, là, en fait, comme interface. Mais tu sais, c'est une grosse base de données, puis nous, on y va tout le temps, en fait, là-dessus. Puis on était comme, on peut-tu développer justement une API? Ils font comme, on a un projet pour revoir la plateforme, OK, mais on l'appelle projet 2030. Là. 4 millions plus tard. C'est ça, exactement. Fait que bref, s'il y a des gens en tech qui veulent proposer des solutions au gouvernement, ils chargent $1 par consultation, par call d'API, finalement. Ah ouais? Il y a une solution clé en main à aller leur donner, puis en faire un beau modèle d'affaires. Là, mais ça vraiment, c'est du pour... Puis des fenêtres, puis des fenêtres, des trucs exactement. perdus, là, tu pars partout, puis si tu veux consulter un document que tu as déjà vu, il faut que tu repayes $1, puis en tout cas. Fait que c'est, ouais, mais c'est toi qui joues beaucoup avec les trucs gouvernementaux. Ouais. Ça a la palme d'or. OK. On a le temps pour une autre question. Je te laisse piger. All right. Tu t'es fait piéger, t'en fais deux. Ça, à date, moi, je donne la tuque. Moi, je donne aussi. Je À donne, date, c'était une mon bonne vote pour la réponse, tuque. mais... Quelle est l'application mobile la plus utilisée dans ton téléphone? Tu n'as pas le droit de répondre Safari. C'est illégal. OK. Fait que Chrome ou Gmail, mettons, ça ne marche pas. Ça. J'aime ça que c'était juste Chrome dessus. Okay. Chrome. On en avait parlé avec Salif en plus, puis il m'a dit c'est sûr que les gens vont répondre ça. J'étais comme non, les gens sont créatifs. Puis ils vont. Écoute, il y en a peut-être deux, là. C'est pas si imaginatif que ça, mais. Je suis un gros fan de Bixi, en fait. Donc, Nice. comme, mais juste les bleus, là, les autres, ils sont trop forçants. Mais oui, l'été, là, comme j'ai hâte au mois d'avril, puis j'arrête de le prendre au mois de décembre, mais vélo électrique pour me promener, là, comme meeting client, j'ai même pas de voiture, en fait. Okay. Fait que pour un courtier, c'est assez rare. Mais fait que tout se fait en vélo. Fait que ça, je suis assez fan pour tous mes déplacements. Ça va super bien. Fait que gros utilisateur de Bixi. La question qui tue, tu l'aimes-tu, la Bixi? Quand je vois le vélo électrique qui est chargé, puis qui me gosse, puis qui dit le vélo est déjà pris ou il n'est pas disponible, puis je suis comme, hey man, l'autre borne est loin, puis ça marche pas, là je l'aime moins. OK? Mais sinon. Écoute, je sais pas. Là, mais le plus, c'est probablement même pas avec l'application mobile, genre l'API ou quelque chose de même. Là, mais moi, je l'utilise plus parce que là, je suis rendu sur la Rive-Sud, mais j'ai beaucoup sacré avec cette app-là. Okay. Tu essaies de prendre de quoi, ça débarre pas, puis là, t'es pogné, puis là, ils considèrent que t'as pris de quoi, fait que tu peux plus. En tout cas, c'est ça. j'ai de la misère avec. Mais... Il y a un taux d'échec de genre. Je voulais te faire chialer. C'est ça, là. Je voulais te faire chialer, sinon, on n'a pas développé, tu sais. Fait que ça, c'en est une bonne. Sinon, écoute, là, c'est un peu geeky, là, mais je joue aux échecs, puis fait que j'aime bien ça, là. Chess.com, j'ai découvert ça, puis c'est cool, en fait. Fait que c'est mon petit moment. J'ai 3 enfants, fait que des fois, là, comme les enfants, ça bouge trop à la maison, tu t'en vas aux toilettes, on le fait tout, on va lire les nouvelles, nos courriels, là, fait que je me cachais. Fait que là, je fais ça, mais je l'utilise comme... Avec toi. J'ai 2 enfants, moi aussi, je me cache avec toi. Je pourrais pas forwarder le podcast à ma blonde, mais bon, on va savoir mon truc. Tu te caches avec l'application d'échecs. C'est ça. Fait que, mais non, mais j'ai du fun, là, ça me fait penser à autre chose, mais tu vois ton scoring là-dessus, comment t'es bon, puis c'est un bon proxy sur ma santé mentale. Okay, quand je vois mon ranking vraiment baisser, je suis comme, OK, là, il est temps que je prenne soin de moi. Je suis moins sharp et ça apparaît vraiment. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est cool. Là, quand je monte, je suis comme, OK, là, tu parles des KPI, puis là, c'est ça, j'allume. C'est un bon. Fait que parce que ça reste quand même, il faut que tu réfléchisses. Puis tu commences à faire des mauvais moves, puis là, tu t'écrases. C'est ton KPI de bien-être, les échecs. Ouais, je sais pas si
ça sonne bien, là, mais trouve ça ouais, incroyable. C'est intéressant. Mais j'en parlais récemment en auto avec mon amie Lucane qui est participée à l'épisode 8. D'ailleurs, vous irez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté encore. Puis on se disait, pourquoi que les Sims, ils ont des KPIs, puis nous, on n'a pas une application avec des KPIs comme les Sims? Il y en a 8000, c'est vraiment chiant à remplir. Mais tu sais, mettons, dans Health sur Apple, genre, ce serait facile d'optimiser ça et d'avoir les mêmes KPIs que les Sims. De quoi, mais j'avoue que... Mais c'est parce que tu peux pas... Tu te bases sur le rythme cardiaque, ça va être tout erroné, tu sais, ça ne servira à rien. C'est sûr qu'ils ont essayé Apple puis que les résultats n'étaient pas concluants, d'après moi. Là. Mais tu sais, il y a sûrement des apps de genre journaling que tu peux rentrer, genre je suis heureux aujourd'hui puis tout, mais j'ai tout le temps avoir un follow-up question, oui, je suis curieux. 100%. Parce que, tu sais, on en a un peu parlé. Échecs, non, mais même pas aux échecs tant que ça, mais plus les KPI de bien-être. Puis, tu sais, la vie d'entrepreneur, c'est stressant. Puis, en tout cas, on a un peu parlé. Mais c'est quoi que tu fais pour te... Admettons, tu vois que ta santé mentale diminue. As-tu des trucs ou, tu sais, dans ton quotidien ou même, tu sais, c'est quoi tes... Ouais, je vais aux toilettes jouer aux échecs, là. Non. On peut le dire. Non, ben, écoute, j'ai 3 enfants, 7 ans, 5 ans, 2 ans. Fait que plus une business. Fait que écoute, c'est le temps libre est limité, mais écoute, c'est le plein air, là, pour vrai. Là. Ouais, le plein air. C'est ça qui joue, là. Fait que, bon, écoute, je suis un gros fan de kitesurf. Fait que, bon, c'est pas disponible tous les week-ends. Là. On s'est même construit une maison de la Madeleine en face du spot de kite pour aller en faire. Mais ça, c'est cool. Puis sinon, ski, vélo de montagne ou juste aller me promener dans la forêt, là, écoute, je me sens rechargé après ça. Puis c'est ça qui nous garde énergisés puis bien en vie. Là. Efficace. Ouais. Vraiment. Ah, super. Fait qu'avant qu'on termine, est-ce que tu veux faire quelques plugs? Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on est mieux de suivre Lenders, de te suivre toi? Fait que, allez suivre Lenders. En fait, François, il est plus, qui est mon CMO, il est pas mal plus sharp que moi sur le posting. Fait que c'est des choses qu'on veut faire, mais on travaille vraiment bien, la business va. Fait qu'on est plus focus sur l'interne, les ventes. Mais oui, tu sais, allez me suivre. Je pose souvent sur LinkedIn, juste sur les enjeux sociaux et des prises de position sur qu'est-ce qu'on peut faire justement pour résoudre la crise du logement. Fait que LinkedIn, c'est pas mal l'endroit pour me suivre. Super. Ouais. Ben, hey, merci beaucoup. Merci. D'être venu. Merci. Hey, merci à vous autres pour l'invitation.